Quand mon fils a crié « Vous n'avez pas le droit de faire ça !» Au milieu du restaurant, les veines du cou gonflées et les poings serrés, je n'ai pensé qu'à une chose. Enfin, enfin tu montres qui tu es vraiment, car pendant 6 mois, j'ai fait semblant d'être un vieux sénile qui ne comprenait rien. J'ai signé tous les papiers qu'il mettait sous mon nez, je l'ai laissé croire qu'il me volait 4,5 millions d'euros de vignobles, de châteaux, de 400 ans d'histoire de la famille Beaumont. J'ai laissé ma belle-fille, Camille, me traiter comme un débile mental qui oubliait son propre nom. J'ai enregistré chacune de leurs conversations, planifiant mon internement forcé. J'ai documenté chaque centime qu'ils détournaient de mon compte. Et quand est enfin arrivé ce dîner d'anniversaire, entouré de ses amis avocats, c'est là que j'ai prononcé la phrase qui a tout changé. Théo, mon fils, je suis venu te remercier pour m'avoir montré exactement qui tu es. Et je suis venu t'offrir mon cadeau. Rien. Tu n'hériteras d'absolument rien. Le silence qui est tombé sur cette table était si lourd qu'on pouvait entendre le vin qu'on servait 3 tables plus loin. Et quand Camille a murmuré « Mais vous avez signé la procuration », j'ai seulement souri et répondu « J'ai signé, oui, de ma main gauche. Je suis ambidextre, ma chère. N'importe quel expert graphologue confirmera que cette signature ne vaut rien. Mais laissez-moi revenir 6 mois en arrière, au jour où tout a commencé, car vous devez comprendre chaque détail de cette trahison pour ressentir le goût de la justice que j'ai ressenti. Je m'appelle Henri Beaumont, j'ai 72 ans, et il y a 6 mois, j'étais assis dans mon bureau au château Beaumont, sur les coteaux de Bordeaux, quand j'ai entendu mon fils et ma belle-fille discuter dans la pièce d'à côté. Ils ne savaient pas que j'étais à la maison. Ils étaient venus de Paris à l'improviste, utilisant la clé que je leur avais donnée il y a des années, pour les urgences. J'étais rentré plus tôt de la ville, mon médecin avait annulé le rendez-vous à la dernière minute, et quand j'ai garé la voiture à l'arrière et suis entré par la porte de la cuisine, j'ai entendu leur voix venant du salon. Instinctivement, je me suis arrêté. Quelque chose dans le ton de Camille m'a glacé sur place, la main encore sur la poignée. « Théo, on ne peut plus attendre », disait-elle, et le ton était celui de quelqu'un qui avait déjà discuté cela 1000 fois. « Ton père a 72 ans. Il peut vivre encore 10, 15 ans à ce rythme. Tu veux attendre d'avoir 60 ans pour enfin avoir ce qui te revient de droit ?» Sa voix était froide, calculatrice, sans aucune émotion. C'était la voix de quelqu'un qui discutait des chiffres sur un tableur, pas de la vie d'un être humain. Mon cœur a commencé à battre plus vite, mais je suis resté là, immobile, retenant ma respiration pour ne faire aucun bruit. « Camille, je ne sais pas. » La voix de Théo était hésitante, faible. « C'est mon père. On ne peut pas simplement... » « Simplement quoi ?» Elle a coupé. « Théo, écoute. On a déjà parlé avec ce gériatre, le docteur Rousseau. Il a dit qu'avec les bons examens, les bons témoins, on obtient une mise sous tutelle en 6 mois. Ton père a des trous de mémoire, tu l'as dit toi-même. Il a oublié l'anniversaire de Geneviève le mois dernier. Il a oublié de payer la facture d'électricité. Il a laissé la cuisinière allumée 2 fois. Mais c'est normal pour son âge. » Théo a protesté, mais sa voix devenait moins convaincue. « C'est normal ou c'est de la démence précoce ?» Camille a rétorqué. « Théo, mon amour, réfléchis bien. 4,5 millions d'euros de propriété, plus les comptes bancaires, plus les actions que ton père garde depuis les années 80. On vit dans un appartement loué de 80 mètres carrés à Paris, en payant 3 200 de loyer, pendant que ton père vit seul dans un château de 23 pièces. Ça te paraît logique ? » J'ai eu l'impression qu'on me jetait de l'eau glacée dans le dos. Je suis resté là, adossé au mur de la cuisine, essayant de digérer ce que j'entendais. Mon fils unique, le petit garçon que j'avais porté sur mes épaules à travers les vignes, le gamin qui avait pleuré dans mes bras quand sa mère était morte. Il planifiait de me déclarer incapable, de tout me prendre, de me transformer en légume juridique pour s'emparer de mon héritage, pendant que j'étais encore vivant. « Et si on fait ça ?» dit Théo. Et sa voix était maintenant différente, plus ferme, plus décidée. Et c'est ce qui m'a le plus brisé. « On pourra vendre la propriété. »
Camille a eu un petit rire satisfait. Mon amour, avec toi comme curateur légal, tu décides de tout. On vend le château au groupe américain qui a déjà fait une offre, 5 millions d'euros comptant, on liquide les actions, on transfère tout à notre nom et on place ton père dans une maison de retraite décente. Il aura des soins, il sera en sécurité et on pourra enfin vivre la vie qu'on mérite. 5 millions, Théo a répété, et j'ai pu entendre le rêve dans sa voix. Ça nous permettrait d'acheter cet appartement dans le Marais que tu voulais, il resterait même de quoi investir. Exactement, dit Camille. Et on le fait maintenant, Théo. Avant qu'il ne fasse une bêtise, qu'il donne tout à une association caritative, ou je ne sais quoi. Un vieux seul est imprévisible. On agit vite, on agit bien, et dans 6 mois tout ça sera à nous. Je n'ai pas pu en entendre davantage. Je suis sorti par la porte de la cuisine aussi silencieusement que j'étais entré. J'ai marché jusqu'à la voiture, me suis assis sur le siège conducteur et j'ai pleuré. Pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis le jour où Marguerite est morte. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était la froideur. C'était la facilité avec laquelle il discutait de transformer mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, 400 ans d'histoire de la famille Beaumont en argent pour acheter un bel appartement à Paris. Mais après 20 minutes à pleurer là, j'ai séché mes larmes, regardé dans le rétroviseur, vu mon visage rouge et gonflé et pensé « Non, je ne vais pas laisser faire ça, pas comme ça. Si mon fils veut me traiter comme un imbécile, comme un vieux sénile qui ne sait rien, alors c'est exactement ce qu'il va avoir. Et quand il découvrira la vérité, il sera trop tard. C'est ainsi qu'a commencé ma performance. Et je peux vous dire, ce fut la meilleure interprétation de ma vie. J'ai attendu qu'ils partent ce jour-là. Je suis resté dans la voiture pendant 1 heure de plus. Je les ai laissés quitter le château. J'ai vu leur Mercedes noire descendre l'allée de gravier. Ce n'est qu'alors que je suis rentré. Je suis allé directement dans mon bureau. J'ai pris un vieux cahier que Marguerite utilisait pour noter ses recettes et j'ai commencé à écrire. J'ai tout noté de ce que j'avais entendu, avec la date, l'heure, chaque mot dont je pouvais me souvenir. Puis j'ai pris le téléphone et appelé Geneviève. Geneviève Moreau est ma voisine depuis 43 ans. Elle et son mari Pascal, décédé il y a 2 ans, ont toujours été nos meilleurs amis. Elle habite une maison à 3 kilomètres du château. On se voit presque tous les jours. On prend le café ensemble. On joue aux cartes les jeudis. Geneviève a 70 ans, elle est ancienne professeure de littérature, et elle a un esprit vif comme une lame de rasoir. Quand je lui ai raconté ce que j'avais entendu, elle est restée silencieuse pendant 10 de secondes. Puis elle a dit « Henri, tu as besoin d'un avocat. Maintenant. » « Non, » j'ai répondu. « Pas encore. D'abord, je dois savoir jusqu'où ils iront. J'ai besoin de preuves. J'ai besoin qu'ils se pendent avec leurs propres cordes. » Geneviève a soupiré. « Henri, c'est dangereux. S'ils réussissent vraiment à te mettre sous tutelle, ils n'y arriveront pas, » j'ai dit. « Parce que je vais avoir l'air confus, je vais avoir l'air d'oublier, mais toujours au bon moment, toujours avec des témoins. Et tu vas m'aider. » Et elle m'a aidé. Dieu bénisse cette femme, elle est entrée dans le jeu avec moi. Mais avant de commencer la mascarade, je devais mieux comprendre la situation financière de mon fils, parce qu'une chose était qu'il veuille hériter quand je mourrais, chose naturelle, attendue. Autre chose complètement différente était cette urgence, ce désespoir d'obtenir l'argent maintenant. Alors j'ai fait ce que tout père ferait, j'ai enquêté. J'ai appelé un vieil ami, Bernard Lacroix, qui avait été comptable du vignoble pendant 20 ans avant de prendre sa retraite. Bernard avait des contacts à Paris, des gens qui travaillaient dans les tribunaux, dans les greffes, dans des endroits où l'information circule. Je lui ai demandé de découvrir quelle était la vraie situation de Théo. Ce qu'il a découvert m'a choqué plus que la conversation que j'avais entendue. Théo devait 340 000 euros. 340 000. Répartis entre 6 créanciers différents. Il y avait des emprunts bancaires qu'il avait faits en utilisant l'appartement loué comme garantie, ce qui était techniquement illégal. Il y avait des dettes de cartes de crédit accumulées sur 3 ans, et pire encore, il y avait une dette de jeu.
120 000 € dus à un casino en ligne enregistré à Malte. Mon fils, l'avocat d'affaires à succès, se noyait dans les dettes de jeu. « Henri, m'a dit Bernard quand il est venu personnellement apporter les documents, il y a plus. Camille a aussi des problèmes. Son cabinet d'architecture est en faillite. Elle doit à des fournisseurs, elle a des procès prud'homaux d'anciens employés, et le pire, elle a emprunté à des usuriers, des gens sérieux, dangereux. Combien elle doit? 80 000 €. Et les intérêts la dévorent, 50% par an. J'ai tout compris à ce moment-là. Ce n'était pas seulement de la cupidité, c'était du désespoir, c'était la panique. Ils ne voulaient pas mon argent pour vivre mieux, ils avaient besoin de mon argent pour survivre. Et moi, le vieux père riche vivant seul dans le château, j'étais la solution parfaite. Mais ça ne justifiait rien. En fait, ça rendait tout pire. Parce que si Théo était venu me voir, s'il avait été honnête, s'il avait dit « Papa, j'ai tout gâché, j'ai besoin d'aide », j'aurais aidé, j'aurais vendu des actions, j'aurais prêté de l'argent, j'aurais fait tout ce qui était nécessaire. Mais il a choisi le chemin du mensonge. Il a choisi de me voler au lieu de me demander de l'aide, et ce choix a tout changé. 2 semaines plus tard, Théo et Camille sont revenus. Ils ont appelé avant, juste pour rendre visite à papa. Quand ils sont arrivés, j'étais dans le salon regardant le mur. J'avais laissé la télévision allumée sur une chaîne d'information, mais j'étais assis dos à elle, juste à regarder le vide. Quand Théo est entré, il a appelé « Papa, papa, ça va ?» J'ai attendu environ 5 secondes avant de me retourner lentement avec cette expression vague qu'on voit chez les gens atteints d'Alzheimer. « Théo? Théo, c'est toi? Mon fils ?» J'ai rendu ma voix tremblante, incertaine. J'ai vu le regard que Théo et Camille ont échangé. Ce regard rapide que les gens malveillants échangent quand les choses se passent comme prévu. Ça m'a donné envie de vomir, mais j'ai continué la performance. « Papa, ça fait longtemps », dit Théo en s'approchant. « On était inquiets. Tu n'as pas répondu au téléphone hier. »« Téléphone ?» j'ai dit, regardant autour de moi confus. « Quel téléphone ?»« Ton portable, papa. On a appelé 3 fois. »« Ah oui, le téléphone. » Je me suis levé lentement, comme si mes jambes me faisaient mal, et je suis allé à la cuisine. J'ai pris le portable qui était sur la table, parfaitement chargé, et je l'ai regardé comme si je n'avais jamais vu ça de ma vie. « C'est ça ?» Camille a couvert sa bouche, faisant cette tête de fausse inquiétude que font les mauvaises actrices. « Mon Dieu, Henri, vous vous sentez bien. Vous voulez qu'on appelle un médecin ?»« Médecin ?» j'ai répété. « Non, non, je vais bien, juste un peu fatigué. Vous voulez dîner ?» Marguerite a fait une ratatouille. Elle fait toujours de la ratatouille quand vous venez. Le silence qui est tombé était lourd. Théo est devenu pâle. « Papa, maman est morte il y a 4 ans. » J'ai cligné des yeux. J'ai laissé la confusion envahir mon visage. J'ai porté ma main à mon front. « Morte? Non, non, elle était là ce matin, elle était... » Puis j'ai laissé ma voix se briser, j'ai laissé les larmes apparaître. Ah mon Dieu, c'est vrai. Elle est partie. Comment ai-je pu oublier? Comment ai-je pu oublier que Marguerite est partie? Théo m'a serré dans ses bras, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti mon fils m'embrasser. Mais ce n'était pas une étreinte d'amour. Je le sentais. C'était l'étreinte de quelqu'un qui venait de trouver de l'or. « Calme-toi, papa, calme-toi, tout va bien. On est là. » Ce soir-là, après le dîner où j'avais oublié le nom de Camille 2 fois et confondu Paris avec Lyon, je les ai entendus parler dans la chambre d'amis. J'avais placé un enregistreur vocal, de ces petits qu'on achète pour 60 € dans n'importe quel magasin d'électronique, caché derrière la table de chevet. Marguerite disait toujours que cette chambre avait une mauvaise acoustique, mais pour enregistrer, c'était parfait. « Tu as vu ?» Camille était euphorique. « Théo, il est pire qu'on ne pensait. Il a oublié que Marguerite était morte. C'est de la démence avancée. »« Je sais, j'ai vu. » Théo semblait choqué, mais aussi soulagé. « Mais chérie,
On ne devrait pas vraiment le mettre en traitement. Genre, un bon endroit avec des médecins. On le fera, mon amour, on le fera. Camille parlait de ce ton qu'on utilise pour calmer un enfant. Mais d'abord, on a besoin de la curatelle. Demain, tu appelles le docteur. Rousseau, tu prends rendez-vous pour les examens et on commence la procédure. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Pour son bien, Théo. C'est pour son bien. Pour son bien, Théo a répété, mais sa voix était creuse. J'ai arrêté l'enregistrement plus tard, seul dans mon bureau, et je l'ai écouté 3 fois. Chaque fois, ça faisait plus mal. Mais chaque fois, ça me donnait aussi plus de certitude. Je faisais la bonne chose. Le lendemain, très tôt, avant le lever du soleil, je suis allé à Bordeaux. Je n'ai pas conduit la voiture que Théo connaissait. J'ai pris la vieille Peugeot qui était garée dans le garage depuis la mort de Marguerite. C'est elle qui conduisait cette voiture. Elle disait qu'elle était plus confortable que ma Citroën. Ça faisait 4 ans que personne ne démarrait ce moteur. Mais après quelques tentatives, il a démarré. J'ai conduit jusqu'au centre de Bordeaux, jusqu'au cabinet de Maître Dubois, mon avocat depuis 40 ans. Je suis arrivé à 7 heures du matin, une demi-heure avant qu'il n'ouvre le cabinet, et j'ai attendu dans la voiture. Quand je l'ai vu arriver, un homme de 68 ans, cheveux complètement blancs, canne dans la main gauche à cause de l'arthrite, je suis descendu de la voiture et j'ai appelé « Maître Dubois ». Il s'est retourné, fronçant les sourcils. Puis ses yeux se sont écarquillés. « Henri Beaumont, mon Dieu, j'ai entendu dire que vous étiez malade. » Des rumeurs, j'ai dit en m'approchant, des rumeurs que je répands moi-même, et c'est de ça que je dois vous parler. De toute urgence. Nous sommes montés à son cabinet au 3e étage d'un immeuble art déco dans le centre historique. L'ascenseur était en panne, comme toujours, alors nous avons pris les escaliers. Je suis monté sans m'arrêter, sans me fatiguer, et j'ai vu Maître Dubois me regarder, impressionné. « Vous montez mieux que moi ?» a-t-il commenté. « Parce que je ne suis pas malade, j'ai dit. Mais mon fils pense que je le suis. Et c'est exactement ce que j'ai besoin qu'il continue. » Dans son bureau, assis dans un fauteuil en cuir qui était probablement plus vieux que moi, j'ai tout raconté. J'ai montré les notes. J'ai parlé de la conversation que j'avais entendue. J'ai expliqué le plan de Théo et Camille, et puis j'ai raconté mon contre-plan. Maître Dubois m'a écouté en silence, prenant des notes occasionnelles sur un bloc jaune. Quand j'ai fini, il a regardé ses notes pendant un long moment. Puis il a retiré ses lunettes, les a nettoyées avec un mouchoir, les a remises, et m'a regardé dans les yeux. « Henri, ce que vous décrivez est dangereux. S'ils engagent vraiment une procédure de tutelle, et si le juge l'accorde, vous perdez le contrôle légal de vos biens. Oui, vous pouvez faire appel après, avec des preuves que vous étiez lucide, mais ça peut prendre des mois, voire des années. Je sais. Et pendant ce temps, ils peuvent vraiment vendre des propriétés, vider des comptes, causer des dommages irréversibles. Je sais. Alors pourquoi prendre ce risque? Pourquoi ne pas simplement confronter votre fils maintenant, lui montrer que vous savez tout, et en finir? J'ai soupiré. Parce que j'ai besoin de savoir, maître. J'ai besoin de savoir si mon fils a encore une chance de rédemption, s'il va s'arrêter quand il réalisera à quel point c'est mal, s'il va choisir d'être mon fils plutôt que d'être un voleur. Et s'il ne choisit pas? Alors au moins je saurai la vérité, et je pourrai agir en conséquence. Maître Dubois a secoué la tête, mais il y avait un petit sourire sur ses lèvres. Vous êtes aussi têtu que votre père l'était. D'accord, on fait à votre façon, mais avec des protections. Durant les 2 heures suivantes, nous avons monté un plan. D'abord, je ferai des examens médicaux complets. IRM, tests neurologiques, évaluation psychiatrique, tout, avec de vrais médecins, pas le docteur Rousseau corrompu que Théo avait arrangé. Ces examens resteraient gardés en secret chez Maître Dubois comme preuve que j'étais totalement lucide. Deuxièmement, je modifierais mon testament. La nouvelle version laisserait 80% de la propriété à la Fondation de préservation du patrimoine historique de Bordeaux, une organisation à but non lucratif qui protège les châteaux historiques. Les 20% restants iraient à Théo, mais seulement après ma mort prouvée. Ce changement serait enregistré chez le notaire,
complètement légal et blindé. Troisièmement, toutes les anciennes procurations que j'avais données à Théo il y a des années seraient révoquées. Silencieusement, sans publicité, mais officiellement et légalement. Et quatrièmement, le plus important, je documenterai tout. Chaque conversation, chaque action suspecte, chaque mensonge. Quand viendrait le moment de révéler la vérité, j'aurai un dossier complet. Mais Henri, dit maître Dubois en préparant les documents, et la question des dettes? Quelles dettes? Les dettes de votre fils. Vous avez dit que vous aviez découvert 340 000 €. Vous n'allez pas l'aider? J'ai arrêté de signer un document et je l'ai regardé. Il ne m'a pas demandé d'aide. Il a choisi de me voler. Quand quelqu'un vous tend la main pour demander du secours, vous aidez. Quand quelqu'un essaie de vous faire tomber pour prendre votre portefeuille, vous vous protégez. Mais c'est votre fils. Exactement. C'est mon fils. Et en tant que père, c'est ma responsabilité de lui enseigner que les actions ont des conséquences. Que voler est mal, même quand on vole la famille, surtout quand on vole la famille. Maître Dubois a hoché lentement la tête. Vous êtes un homme sage, Henri, ou très cruel. Je n'ai pas encore décidé lequel. Peut-être les deux, j'ai répondu. Mais surtout, je suis un père qui n'abandonnera pas son fils, même quand le fils l'a abandonné. Dans les jours suivants, j'ai fait tous les examens. C'était épuisant. IRM le lundi, où je suis resté 40 minutes dans cette machine bruyante qui ressemble à un tunnel. Test neurologique le mardi, où une jeune médecin m'a fait mémoriser des listes de mots, dessiner des horloges, répondre à des questions sur l'actualité politique. Évaluation psychiatrique. Le mercredi, une séance de 2 heures avec le docteur Laurent, un psychiatre renommé qui travaille à l'hôpital universitaire de Bordeaux. Tous les résultats ont été les mêmes. Fonction cognitive parfaite pour mon âge. Mémoire excellente. Aucun signe de démence, d'Alzheimer ou d'un quelconque déclin mental. Le docteur Laurent a même commenté que ma lucidité était au-dessus de la moyenne pour quelqu'un de 72 ans. Vous avez l'esprit de quelqu'un de 60 ans, a-t-il dit en souriant. Quoi que vous fassiez, continuez. Je lis, j'ai menti. Je lis beaucoup et je fais des mots croisés. En réalité, ce qui gardait mon esprit vif, c'était la colère. Colère pure et simple, mais une colère focalisée, dirigée, utile. Avec les examens en sécurité, je suis rentré à la maison et j'ai repris ma performance. Et cette fois, je suis allé plus loin. J'ai commencé à oublier des choses dans des lieux publics. J'ai laissé mon portefeuille au supermarché exprès. La propriétaire, Madame Roussel, qui connaît notre famille depuis 3 générations, m'a appelé inquiète. « Monsieur Beaumont, vous avez oublié votre portefeuille ici. Tout va bien ?»« Ah, mon portefeuille !» J'ai dit, confus. « Je suis sorti avec un portefeuille. Je pensais que je l'avais laissé à la maison. Je suis allé le chercher le lendemain. Madame Roussel m'a regardé avec cette tête de pitié. « Monsieur, vous voulez que j'appelle Théo? Il devrait savoir que vous oubliez des choses. »« Pas besoin, madame, » j'ai dit avec un sourire vague. « Je vais bien, juste un peu fatigué. » Mais bien sûr, elle a appelé. Les petites villes sont comme ça. 2 jours plus tard, Théo m'a appelé. « Papa, Madame Roussel a dit que tu avais oublié ton portefeuille au supermarché. »« Oublié ?» J'ai feint la surprise. « Ah, oui, je crois que j'ai oublié, mais je l'ai récupéré. »« Papa, ça arrive trop souvent. Tu oublies beaucoup de choses. Mais non, fiston, tout va bien ici. » Mais la graine était plantée, les ragots ont commencé à circuler. Le vieux Beaumont perd la tête. Pauvre Henri, toujours si lucide, et maintenant... Ça doit être l'Alzheimer. Mon oncle l'a eu. Ça commence comme ça. Geneviève faisait sa part aussi. Elle accidentellement commentait aux voisins qu'elle s'inquiétait pour moi, qu'elle m'avait vu parler tout seul dans le jardin. Qu'un jour j'étais allé la voir et j'avais oublié pourquoi j'étais venu. Tous des mensonges soigneusement construits, mais qui servaient le but. 3 semaines après la conversation initiale que j'avais entendue, Théo et Camille sont revenus avec le docteur Rousseau.
Le docteur Alain Rousseau était un homme d'environ 50 ans, lunettes à monture dorée, costume trop cher pour un médecin de province. J'ai découvert plus tard qu'il avait perdu sa licence à Paris pour avoir diagnostiqué erronément des patients en échange d'argent et qu'il était venu à Bordeaux pour recommencer. C'était exactement le genre de médecin que des gens comme Théo et Camille cherchaient. Il est arrivé un jeudi après-midi. J'étais dans le jardin exprès, arrosant les roses que Marguerite avait plantées. Quand j'ai vu leur voiture, j'ai rapidement mouillé mon visage et mes vêtements avec le tuyau, jeté un peu de terre sur ma chemise et me suis assis par terre comme si j'étais tombé. « Papa !» Théo est accouru. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'arrosais, et puis j'ai laissé ma voix trembler. J'ai oublié ce que je faisais, mes jambes ont lâché, et je suis tombé. Théo m'a aidé à me relever. Camille était derrière, filmant tout avec son portable. Elle n'essayait même pas de se cacher. Elle documentait sans vergogne ma prétendue incapacité. « Monsieur Beaumont !» Le docteur Rousseau s'est approché. « Je suis le docteur Rousseau. Votre fils m'a demandé de venir vous examiner. Ça vous va si on discute un peu ?» Discuter, bien sûr, mais de quoi? De comment vous vous sentez? On rentre? Ils m'ont emmené à l'intérieur dans le salon. Le docteur Rousseau s'est assis en face de moi, a sorti une petite lampe torche et a commencé l'examen. Il a vérifié mes pupilles, ma tension, mes réflexes. Tout était normal, évidemment, parce que j'étais en parfaite santé. Puis, les questions ont commencé. « Monsieur Beaumont, quel jour sommes-nous » J'ai regardé par la fenêtre, comme si je cherchais des indices. « C'est jeudi ou vendredi ?»« C'est jeudi, oui. Et quel mois ?»« Octobre ?»« Non, novembre. Je crois, on était en mars. »« Et qui est le président de la France, monsieur Beaumont ?» J'ai donné le nom du président d'il y a 15 ans. Le docteur Rousseau a pris des notes. Beaucoup de notes. « Monsieur Beaumont, je vais vous montrer quelques objets et ensuite je vais vous demander de vous en souvenir. D'accord ?» Il a placé 3 objets sur la table. Un stylo, une clé et une montre. « Regardez bien ces objets. » J'ai regardé. Il a rangé les objets. « Maintenant, pouvez-vous me dire quels étaient les 3 objets ? » Il y avait un truc pour écrire, un crayon, un stylo. Et quoi d'autre ? Je ne me souviens pas. Plus de notes. L'examen a duré 40 minutes. 40 minutes où j'ai échoué à chaque test exprès. Confondu des chiffres, oublié des mots simples, démontré une désorientation temporelle et spatiale. C'était une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites de ma vie. Parce que mon instinct était de tout répondre correctement, de montrer que mon esprit fonctionnait parfaitement. Mais j'ai ravalé ma fierté et continué la farce. À la fin, le docteur Rousseau a discuté avec Théo et Camille dans la cuisine. Ils ont laissé la porte entr'ouverte. Des amateurs. Je suis resté dans le salon, faisant semblant de somnoler, mais écoutant chaque mot. Votre père présente des signes clairs de démence sénile. Le médecin a dit, et le ton était professionnel, convaincant. La désorientation temporelle, les trous de mémoire à court terme, la confusion dans des tâches simples, ce sont tous des indicateurs classiques. « C'est grave ?» Théo a demandé, et il y avait quelque chose dans sa voix. Une inquiétude sincère? Ou juste la peur que je meure avant qu'il n'obtienne l'argent? C'est encore un stade initial à modérer, le docteur Rousseau a répondu. Mais ça va empirer, ça empire toujours. Dans des cas comme ça, je recommande une supervision constante. Il ne devrait pas vivre seul. Et légalement, Camille est allé droit au but. Vous pourriez certifier qu'il a besoin d'un curateur? Pause. Courte, mais significative. Oui, basé sur ce que j'ai observé aujourd'hui, je peux fournir un rapport médical recommandant la mise sous curatelle. Pour son bien, évidemment. Évidemment. Camille a acquiescé, et j'ai presque pu entendre le sourire dans sa voix. Pour son bien. Quand ils sont partis, le docteur Rousseau m'a serré la main. « Monsieur Beaumont, on va bien s'occuper de vous. Ne vous inquiétez pas. » J'ai souri vaguement, comme un vieux confus qui ne comprend pas ce qui se passe. Mais à l'intérieur,
Je notais mentalement chaque détail de cette fraude médicale. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Dubois. Nous avons le rapport frauduleux. Ils vont demander la tutelle. Vous voulez que je prépare la défense? Non, pas encore. Laissez-les présenter le dossier. Laissez le juge analyser, et quand viendra le bon moment, on fait tout tomber. Henri, vous jouez avec le feu. Je sais, mais c'est la seule façon de savoir jusqu'où ils iront. Et ils sont allés loin, très loin. Une semaine plus tard, j'ai reçu la citation « Procédure de mise sous tutelle initiée par Théo Beaumont contre Henri Beaumont, alléguant incapacité mentale ». En annexe, le rapport du docteur Rousseau, 3 témoignages de commerçants locaux sur mes oublis et une requête demandant une curatelle provisoire urgente. Quand Théo m'a appelé pour expliquer, j'ai joué mon rôle. Tutelle? Qu'est-ce que c'est, fiston? C'est une procédure légale, papa, pour te protéger, pour garantir que personne ne t'arnaque, tu vois? Tu signes et je deviens responsable de gérer tes affaires. Gérer mes affaires, j'ai répété comme un écho. D'accord, fiston, si tu penses que c'est mieux, papa. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Les mots que tout traître utilise. L'audience était prévue 3 semaines plus tard. Assez de temps pour que je prépare tout. Assez de temps pour qu'ils creusent leur propre tombe encore plus profond. Durant ces 3 semaines, quelque chose s'est produit qui a failli me faire abandonner tout le plan. C'était un mardi pluvieux. J'étais dans le bureau, révisant des documents avec Maître Dubois. Il était venu au château pour ne pas éveiller de soupçons, en nous rencontrant à Bordeaux, quand j'ai entendu une voiture dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre. C'était Camille, seule. Théo était à Paris, au travail. Elle ne devrait pas être là. Rapidement, Maître Dubois a rassemblé tous les documents et est sorti par la porte de derrière. J'ai pris ma posture de vieux confus et suis allé au salon. Camille est entrée sans frapper. Elle avait une clé. « Henri, vous êtes là ?»« Camille ?» j'ai appelé d'une voix tremblante. « C'est toi, ma fille ?» Elle n'a même pas corrigé le « ma fille ». Elle est juste entrée dans le salon où j'étais. « Salut, Henri. Je suis venu faire une visite. Vous êtes seul ? Je suis toujours seul maintenant. » Ça doit être difficile, elle a dit, mais le ton était mécanique, sans émotion réelle. « Écoutez, j'ai apporté des papiers que vous devez signer. Ce sont juste des formalités, pour votre bien. » Elle a posé une chemise sur la table. Je l'ai ouverte. C'était des procurations. 3. Me donnant à elle et à Théo le contrôle complet sur mes comptes bancaires, sur la propriété, sur tout. Théo est au courant de ces papiers? J'ai demandé, gardant ma voix confuse. Bien sûr, c'est lui qui a demandé. Signez juste ici, Henri, c'est rapide. Elle a mis un stylo dans ma main, et c'est à ce moment-là que j'ai vu, dans son sac, qui était entrouvert sur la chaise, une enveloppe. Et sur l'enveloppe, j'ai pu lire une partie de ce qui était écrit. Résidence Saint-Michel, Toulouse, réservation confirmée, chambre individuelle, 2500 € au mois. Ils avaient déjà réservé l'établissement, avant même que la tutelle ne soit approuvée. Avant même que je ne signe quoi que ce soit, ils avaient tout planifié. Toulouse, 250 km de distance. Un endroit où je serais oublié, où personne de ma vie actuelle ne pourrait facilement me rendre visite. Un endroit où je ne serais qu'un vieux de plus, attendant la mort. J'ai regardé Camille. Elle souriait, attendant que je signe. Et j'ai pensé, non, ça suffit. Je vais en finir maintenant. Mais ensuite, j'ai regardé le papier, regardé le stylo. Et j'ai eu une meilleure idée. J'ai pris le stylo de la main gauche et j'ai signé. Lentement, tremblant, mais j'ai signé. Voilà, j'ai dit. C'est fait. Ses yeux ont brillé. Merci Henri. Vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, vous serez bien soigné, je vous le promets. Elle a pris les papiers rapidement, comme quelqu'un qui a peur que je change d'avis, et elle est partie. Elle ne s'est même pas vraiment dit au revoir. Quand sa voiture a disparu sur la route, j'ai pris le téléphone et appelé Maître Dubois. Elle m'a fait signer des procurations. « Henri, vous n'auriez pas dû... » De la main gauche. Silence. Puis un rire. « Vous êtes diabolique. » Non, je suis prudent. Et maintenant, nous avons une preuve de fraude de plus.
N'importe quel expert graphologue confirmera que cette signature est invalide. Mais Henri, s'ils essaient d'utiliser ces procurations avant l'audience, je sais. C'est pourquoi vous allez alerter toutes mes banques maintenant. Tout mouvement suspect, ils bloquent et m'appellent, et documentent tout. C'est ce que nous avons fait. Et ça a fonctionné. 3 jours plus tard, jeudi, à 14h37, je me souviens exactement de l'heure parce que j'ai regardé ma montre quand le téléphone a sonné, le directeur du Crédit Agricole m'a appelé. « Monsieur Beaumont, nous avons une situation. Madame Camille Beaumont a tenté de transférer 400 000 € de votre compte courant vers un compte à son nom, en utilisant une procuration. Elle dit que vous avez autorisé. » Mon cœur s'est accéléré. 400 000 €, un tiers de tout ce que j'avais en liquidité. Je n'ai rien autorisé. Cette procuration est fausse. Je vais bloquer l'opération immédiatement et activer notre protocole antifraude. Vous voulez qu'on contacte les autorités? J'ai réfléchi rapidement. Si je contactais la police maintenant, Camille serait arrêtée. L'affaire deviendrait criminelle. Théo serait probablement impliqué. Tout se terminerait avant l'audience, avant que je puisse les confronter à ma façon. Non, j'ai dit. Pas encore. Bloquez l'opération, documentez tout, mais ne contactez pas la police, pas encore. Monsieur Beaumont, une tentative de fraude bancaire est un crime grave. Je sais. Mais faites-moi confiance, je vais gérer ça. J'ai raccroché et suis resté assis dans le bureau, les mains tremblant pour de vrai maintenant, pas de feinte. 400 000 €. Elle avait tenté de voler 400 000 €. Ce n'était plus de la cupidité abstraite, ce n'était plus de simples plans futurs. C'était du vol. Vol éhonté, direct, criminel. J'ai appelé Théo. Il a répondu à la 3e sonnerie. « Salut, papa. »« Théo. » Ma voix est sortie contrôlée, calme, sans aucune feinte. « Où est Camille ?»« Elle est... Pourquoi tu veux savoir ?»« Parce qu'elle vient d'essayer de voler 400 000 € de mon compte, en utilisant une fausse procuration. La banque a bloqué. » Silence. Long silence. « Théo, tu étais au courant ? » « Papa, je peux expliquer, réponds à la question. Tu savais qu'elle allait faire ça ? » ?»« Non. Enfin, on a parlé de consolider tes comptes pour faciliter la gestion quand la tutelle... Quand vous m'auriez tout volé, tu veux dire. Ce n'est pas du vol, c'est de la protection. Papa, tu es malade, tu as besoin... » J'ai raccroché. Je n'ai pas pu en entendre plus. 2 minutes plus tard, il a rappelé. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé encore. 17 appels en 20 minutes. J'ai ignoré tous. Puis Camille a appelé. J'ai répondu. Henri. Sa voix était différente, désespérée. Il y a eu un malentendu à la banque. J'essayais juste d'aider, d'organiser vos finances. Et vous avez tenté de voler 400 000 €. Ce n'était pas du vol. C'était une erreur de communication. Théo avait dit que vous vouliez consolider les comptes. Et j'ai pensé, vous avez pensé que vous pouviez me voler parce que je suis un vieux sénile qui ne s'en rendrait pas compte. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça. Et vous savez ce qui est pire, Camille, ce n'est pas l'argent, c'est que vous avez fait de mon fils votre complice. Vous avez transformé mon garçon en voleur. Votre garçon a 46 ans et doit plus de 300 000 €. Elle a crié, perdant enfin son sang-froid. Votre garçon se noie, on se noie, et vous êtes assis dans ce château avec des millions pendant qu'on n'arrive même pas à payer le loyer. Alors demande de l'aide, ne vole pas. On a demandé, on a insinué 1000 fois, mais vous ne remarquez jamais rien. Vous vivez dans votre petit monde de vignes et de souvenirs pendant que votre fils se noie. Vous n'avez jamais rien demandé, j'ai dit, et ma voix était plus froide qu'elle ne l'avait jamais été. Vous avez planifié de me voler. Il y a une différence. Allez vous faire foutre, Henri. Et elle a raccroché. Je suis resté là, le téléphone à la main, digérant ce que je venais d'entendre. Le masque était complètement tombé. Camille avait montré qui elle était vraiment. Et pire, elle avait confirmé que Théo savait pour les dettes, savait tout, et avait quand même choisi ce chemin. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté dans le salon, dans le même fauteuil où Marguerite s'asseyait pour lire, regardant les photos au mur.
Théo bébé, Théo enfant, Théo adolescent, Théo le jour de sa remise de diplôme, Théo le jour de son mariage. À quel moment ai-je perdu mon fils? À quel moment est-il devenu ça? Ou pire, est-ce que j'avais été aveugle tout ce temps? Est-ce que les signes avaient toujours été là et j'avais simplement refusé de les voir? À 3 heures du matin, Geneviève est apparue. Elle avait une clé aussi, pour les vraies urgences. « J'ai vu la lumière allumée », elle a dit en entrant. « Henri, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai tout raconté, sur Camille essayant de voler l'argent, sur l'appel téléphonique, sur tout qui s'écroulait avant même l'audience. « C'est fini », j'ai dit. « Le plan est fini. Je ne peux plus continuer à faire semblant. Je vais à la police demain. Je donne tout, et advienne que pourra. » Geneviève s'est assise à côté de moi, a pris ma main. « Henri, écoute, tu as commencé ça pour une raison, pour savoir si ton fils avait encore une chance de rédemption, pour lui donner une occasion de choisir ce qui est juste. Et il a choisi le mauvais chemin, à répétition. Il a choisi le mauvais chemin sous son influence à elle, Geneviève a dit. Mais le moment de vérité finale n'est pas encore venu, pas encore le moment où il devra choisir entre toi et l'argent, entre être ton fils et être un criminel. Ce moment est déjà passé? Non. Ce moment sera à l'audience, devant le juge, devant des témoins, quand tu révéleras tout. C'est là qu'il devra vraiment choisir. Défendre ses mensonges à elle ou admettre la vérité et te demander pardon. Je l'ai regardé. Et s'il choisit les mensonges? Alors tu sauras que tu as fait tout ce que tu pouvais, et tu pourras avancer avec la conscience tranquille. Elle avait raison. Je le savais. Continue le plan, Geneviève a dit. Juste quelques jours de plus, jusqu'à l'audience, et alors la vérité éclatera. Et la tentative de vol. Documente tout avec la banque, mais ne contacte pas la police encore. Utilise ça à l'audience, ça aura plus d'impact. J'ai respiré profondément. D'accord, juste quelques jours de plus. L'audience était prévue pour le lundi suivant, 5 jours après la tentative de Camille de voler l'argent. 5 jours qui ont semblé durer 5 ans. Théo a essayé de m'appeler des dizaines de fois. J'ai laissé aller sur la messagerie. Camille a aussi essayé. Ignoré. Ils ont essayé de venir au château. J'ai fermé le portail à clé et n'ai pas ouvert. Vendredi, j'ai reçu un email de Théo. Long, désespéré, plein d'excuses et de justifications. Il disait que Camille avait agi seule, qu'il ne savait rien de la tentative de transfert, qu'il m'aimait toujours, qu'il voulait juste me protéger. Mensonges, tous des mensonges, et j'avais des preuves. Samedi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis les funérailles de Marguerite. Je suis allé au cimetière. Sa tombe est dans un joli coin du cimetière municipal de Bordeaux, sous un vieil arbre, avec vue sur les vignobles au loin. La pierre tombale est simple, comme elle le voulait. Marguerite Beaumont, 1948-2020, épouse, mère, amie. Je me suis assis dans l'herbe à côté de la tombe et j'ai parlé avec elle. Je sais que ça semble fou, mais j'ai toujours fait ça. Marguerite disait qu'elle aimait quand je lui parlais de tout et je n'ai pas vu de raison d'arrêter juste parce qu'elle était partie. Margot, j'ai dit. C'était comme ça que je l'appelais quand on était seul. Notre fils est perdu et je ne sais pas si je peux le sauver. J'ai essayé à ma façon, avec ce plan fou, mais peut-être que tout était une erreur. Peut-être que j'aurais dû juste être honnête depuis le début. Peut-être que j'aurais dû le confronter quand j'ai entendu cette première conversation. Le vent a fait bouger les feuilles de l'arbre. Des oiseaux ont chanté au loin. Aucune réponse magique n'est venue. Mais tu sais ce qui est pire, c'est que j'ai peur. Peur de découvrir que mon fils est vraiment devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Peur de devoir accepter que j'ai échoué comme père. Je suis resté là pendant 1 heure. Quand je me suis levé pour partir, j'ai vu que quelqu'un avait laissé des fleurs fraîches sur la tombe, des lavandes, les préférées de Marguerite. J'ai regardé autour. Le cimetière était vide. Puis j'ai vu, par terre, à côté des fleurs, une petite carte. Je l'ai ramassée et lue « Maman, pardon Théo ». Mon fils était venu ici, récemment.
Il avait apporté des fleurs pour sa mère et il demandait pardon. J'ai gardé la carte dans ma poche et suis retourné à la voiture. Quelque chose en moi a changé à ce moment-là. Une petite étincelle d'espoir s'est allumée. Peut-être qu'il y avait encore une chance de rédemption. Peut-être. Lundi est arrivé trop vite et trop lentement à la fois. Je me suis réveillé à 5 heures du matin. Pris une douche, rasé correctement, mis mon meilleur costume, le même que j'avais porté au mariage de Théo. Marguerite disait que ce costume me faisait ressembler à un vrai homme d'affaires. Aujourd'hui, j'avais besoin de ressembler exactement à ça. Maître Dubois est passé me chercher à 8 heures. Il portait 2 serviettes en cuir, toutes 2 lourdes de documents. « Prêt ?» il a demandé. « Non, mais on y va quand même. » L'audience était au tribunal de grande instance de Bordeaux, une construction imposante du XIXe siècle, tout en pierre grise, avec des colonnes doriques à l'entrée. Nous sommes arrivés à 9 heures, une demi-heure avant l'heure prévue. Théo et Camille étaient déjà là, avec leur avocat, Maître Fontaine, un homme corpulent d'environ 50 ans, avec une calvitie avancée et un costume taché de café. Le docteur Rousseau était avec eux aussi, tenant sa serviette avec le rapport frauduleux. Quand Théo m'a vu, il s'est levé de sa chaise. « Papa !» Je suis passé droit devant, sans regarder. Je suis entré dans la salle d'audience avec Maître Dubois. J'ai entendu Camille chuchoter derrière moi. Il est différent. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Une vingtaine de chaises pour le public, le bureau du juge surélevé sur une estrade, 2 tables pour les avocats. Les murs étaient tapissés de panneaux de bois sombre. Il y avait un drapeau français dans un coin et les armoiries de la République sur le mur derrière le juge. Le juge était le même que de l'audience préliminaire. Le juge marchand, homme d'environ 60 ans, lunettes à monture dorée, expression sévère mais pas cruelle. Il est entré ponctuellement à 9h30. « Tout le monde debout !» l'huissier a annoncé. Nous nous sommes levés. Le juge s'est assis, a fait signe que nous pouvions nous asseoir aussi. Il a pris le dossier de la procédure, l'a feuilleté rapidement, puis a levé les yeux. Affaire numéro 2024-3389. Demande de mise sous tutelle de Henri Beaumont, requise par Théo Beaumont. Maître Fontaine, vous pouvez présenter votre dossier. L'avocat de Théo s'est levé, a arrangé ses papiers, s'est raclé la gorge. « Votre honneur, je viens ici aujourd'hui au nom de mon client Théo Beaumont, qui se voit contraint de prendre une mesure douloureuse, mais nécessaire. Demander la mise sous tutelle de son propre père. » Il a marqué une pause dramatique. Amateur. Henri Beaumont, 72 ans, veuf, vit seul dans une propriété isolée. Ces derniers mois, il a présenté des signes clairs et progressifs de démence sénile. Oubli fréquent, désorientation temporelle et spatiale, confusion entre personnes vivantes et décédées, incapacité à gérer des tâches simples du quotidien. Il a placé des documents sur le bureau du juge. Voici le rapport du docteur Alain Rousseau, gériatre respecté, qui a examiné M. Beaumont et a attesté d'une démence à un stade modéré à avancé. Nous avons également des témoignages de commerçants locaux, de voisins, tous préoccupés par la sécurité et le bien-être de M. Beaumont. Maître Fontaine s'est retourné pour me regarder et sa voix est devenue mielleuse, condescendante. Personne ici ne veut retirer sa dignité à M. Beaumont. Au contraire, nous voulons le protéger, garantir qu'il reçoive les soins appropriés, que son patrimoine soit géré de manière responsable, qu'il puisse vivre ses dernières années en sécurité et dans le confort. Dernières années, comme si j'étais mourant. C'est pourquoi nous demandons à votre honneur d'accorder la curatelle à Monsieur Théo Beaumont, fils dévoué, qui ne veut que le meilleur pour son père. Il s'est assis. Théo regardait la table. Pas moi. Camille me regardait avec cette tête de fausse inquiétude. Maître Dubois, le juge a dit, la défense souhaite se manifester. Mon avocat s'est levé, mais avant qu'il ne parle, j'ai posé ma main sur son bras. Votre honneur, puis-je parler? Le juge a froncé les sourcils.
Monsieur Beaumont, vous avez une représentation légale? Je sais, mais j'aimerais dire quelques mots, si votre honneur le permet. Maître Marchand m'a étudié pendant un long moment. Puis, il a acquiescé. Vous pouvez parler. Je me suis levé, lentement, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais que tout le monde prête attention. J'ai regardé le juge, puis je me suis retourné et ai regardé Théo droit dans les yeux. Votre honneur, pendant les 6 derniers mois, j'ai fait semblant d'avoir la démence, intentionnellement, consciemment. J'ai fait semblant d'oublier des choses. J'ai fait semblant d'être confus. J'ai signé des papiers de la main gauche pour les invalider, alors que je suis droitier, et j'ai fait tout ça pour une raison très simple. Pause. Le silence dans la salle était absolu. Parce qu'il y a 6 mois, j'ai entendu mon fils et ma belle-fille planifier de me mettre sous tutelle de force, de me déclarer incapable, de vendre ma propriété et de m'enfermer dans un établissement à 250 kilomètres d'ici. Et j'avais besoin de savoir si mon fils avait encore une chance de rédemption, s'il allait s'arrêter quand il réaliserait ce qu'il faisait, s'il allait choisir d'être mon fils ou choisir l'argent. Théo est devenu blanc. Camille a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. « Votre honneur !» j'ai continué, me retournant vers le juge. « J'ai des preuves, des enregistrements de conversation, des transcriptions authentifiées, des emails sur la vente de la propriété, des rapports médicaux de 3 neurologues différents attestant que je n'ai aucune démence, et des preuves de tentatives d'escroquerie. » J'ai ouvert ma serviette et commencé à placer des documents sur le bureau du juge, un par un. Ceci est la transcription de la première conversation que j'ai entendue, où ils ont planifié la mise sous tutelle. Ceci est la transcription de la consultation avec le docteur Rousseau, où il a fraudé le diagnostic. Ceci est l'email de Madame Camille Beaumont offrant de vendre ma propriété pour 5 millions d'euros. Ceci est la réservation qu'elle a faite à la résidence Saint-Michel à Toulouse, avant même que cette audience n'ait lieu. Et ceci, j'ai posé le dernier document avec un bruit sourd, et le rapport du Crédit Agricole sur la tentative de Madame Camille de transférer 400 000 euros de mon compte en utilisant une procuration falsifiée. Le silence, maintenant, était différent. Lourd, mortel. Maître Fontaine s'était levé, bouche ouverte, essayant de parler. « Votre honneur, c'est inadmissible. Il n'y a aucun moyen de prouver. » « Il y en a. » Maître Dubois a dit, se levant aussi. « Chacun de ces documents est dûment authentifié, tamponné, enregistré. Et je peux présenter des témoins supplémentaires, incluant les médecins qui ont examiné Monsieur Beaumont et attesté de sa pleine capacité mentale. » Le juge feuilletait les documents, son expression devenant de plus en plus sévère. Puis il a regardé le docteur Rousseau. « Docteur, vous avez quelque chose à dire ?» Le docteur Rousseau était devenu rouge. « J'ai fait un examen basé sur ce que j'ai observé. Si le patient simulait des symptômes, je ne pouvais pas savoir. Vous êtes gériatre, docteur. Vous ne devriez pas être capable de différencier une vraie démence d'une simulée ?» Silence. « Et, le juge a continué prenant un autre document, je vois ici que vous avez perdu votre licence à Paris en 2019 pour avoir diagnostiqué frauduleusement des patients en échange de paiement. C'est vrai ? » Le docteur Rousseau n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. La réponse était écrite sur son visage. Le juge s'est tourné vers Théo et Camille. « Et vous deux ? Tentative de fraude au jugement, falsification de procuration, tentative d'escroquerie. » Il a secoué la tête. « Vous comprenez que ce sont des crimes graves ?» Théo a finalement levé les yeux, et ce que j'ai vu là m'a brisé. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du défi, c'était de la honte, honte pure et absolue. « Votre honneur », Théo a dit, et sa voix était brisée. « Je n'ai aucune excuse. Ce que j'ai fait est impardonnable. » Camille a attrapé son bras. « Théo, tais-toi, ne dis rien. » Mais il s'est libéré d'elle. S'est levé, a marché jusqu'au centre de la salle, a regardé le juge, puis m'a regardé. « Papa, » il a dit,
et des larmes coulaient sur son visage. Je suis devenu un monstre. Ce n'était pas Camille, ce n'était pas les dettes, c'était moi. J'ai choisi ça, j'ai choisi l'argent, j'ai choisi de te trahir. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde dans la salle pouvait l'entendre. Je ne mérite pas ton pardon, Théo a continué. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. J'allais te voler, t'enfermer dans un établissement, vendre la maison où maman est morte, tout ça pour de l'argent, pour un foutu appartement à Paris. Il est tombé à genoux, là, au milieu de la salle d'audience. Pardonne-moi. S'il te plaît, papa, je ne demande pas l'héritage. Je ne demande pas d'argent. Je demande juste ton pardon. Le juge observait tout en silence. Camille était devenue pâle. Maître Fontaine rassemblait ses papiers, voulant clairement sortir de là le plus vite possible. J'ai regardé mon fils, à genoux, pleurant, brisé, et j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je me suis levé de ma chaise et marché vers lui, lentement. Chaque pas semblait peser une tonne. Quand je suis arrivé près de lui, je me suis agenouillé aussi. J'ai posé mes mains sur ses épaules et j'ai dit « Théo, mon fils, tu es déjà pardonné depuis le premier jour. J'avais juste besoin de savoir s'il y avait encore de l'espoir pour toi. Et je viens de découvrir qu'il y en a. » Nous nous sommes embrassés là, sur le sol de la salle d'audience, pendant que le juge attendait patiemment, pendant que Camille regardait avec colère, pendant que tous les présents témoignaient d'un père et d'un fils se retrouvant. Quand nous nous sommes finalement séparés et relevés, le juge s'est raclé la gorge. « Eh bien, il a dit, et il y avait quelque chose qui ressemblait à de l'émotion dans sa voix. Je crois que cette affaire est close, demande de mise sous tutelle rejetée. Monsieur Henri Beaumont est évidemment en pleine possession de ses facultés mentales. Quant aux autres affaires, il a regardé sévèrement Camille. Je vais transmettre ce dossier au procureur de la République pour enquête criminelle. Falsification de documents, tentative d'escroquerie, fraude procédurale. Vous êtes tous passibles de poursuite. » Camille s'est levée. « C'est absurde, je n'ai rien fait. Tout ça n'est qu'un malentendu. » « Madame, le juge a dit froidement, je vous suggère de trouver un avocat pénaliste. Vous allez en avoir besoin. » L'audience s'est terminée. Nous sommes sortis du tribunal, Théo et moi ensemble, Maître Dubois derrière. Camille est restée à l'intérieur, criant après son avocat. Sur les marches du tribunal, Théo s'est arrêté. « Papa, et maintenant ?»« Maintenant, j'ai dit, tu choisis. Tu restes de son côté. Tu affrontes les conséquences ensemble. Ou tu restes de mon côté, tu m'aides à clarifier tout, et on reconstruit ce qui a été cassé. » Il n'a pas hésité. « De ton côté. Ça aurait toujours dû être de ton côté. Alors viens. On a beaucoup de travail devant nous. » Et c'est ainsi, ce jour de mars, sur les marches d'un tribunal à Bordeaux, que j'ai commencé à récupérer mon fils. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que 3 mois plus tard, il y aurait un autre dîner. Un dîner d'anniversaire. Le dîner où tout ce que vous avez déjà entendu s'est passé. Le dîner où j'ai révélé la donation de 80%. Où Camille est partie furieuse. Où Théo a finalement choisi son vrai chemin. Et maintenant, 6 mois après que tout ait commencé, 3 mois après ce dîner, ma vie est complètement différente. Théo vient à Bordeaux tous les week-ends. Lui et Camille ont divorcé. C'était rapide, sans bagarre. Elle n'a même pas lutté pour la garde. Elle voulait juste de l'argent. Théo a accepté de payer la pension, a vendu l'appartement cher, remboursé les dettes, avec mon aide, j'admets, et a loué un endroit plus petit mais honnête. Et plus important, il travaille avec moi maintenant, dans les vignes, dans les chais, apprenant le métier qu'il a rejeté toute sa vie, pas parce qu'il doit, mais parce qu'il veut. Ma petite fille, Marguerite, naît dans 3 semaines. Sa chambre ici au château est prête. Théo a peint les murs lui-même, en jaune pâle, la couleur préférée de sa mère. Quant à Camille, elle répond d'une procédure criminelle. Les avocats pensent qu'elle aura une peine avec sursis, plus une lourde amende. Ils ne demandent pas la prison parce qu'elle est enceinte. Mais sa vie d'architecte à Paris est terminée. Personne ne veut embaucher quelqu'un avec un casier judiciaire pour fraude. Le docteur Rousseau a perdu sa licence médicale définitivement. J'ai appris qu'il est retourné à Paris,
qu'il travaille comme consultant. Karma. Et moi? Je dors bien la nuit pour la première fois en 6 mois, parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été beau, mais c'était juste. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous y êtes identifié d'une manière ou d'une autre, laissez-moi vous dire quelque chose. Le pardon n'est pas une faiblesse. Le pardon est la chose la plus forte que vous puissiez donner. Mais le pardon ne signifie pas non plus être idiot. Protégez ce qui est à vous, documentez tout. Et quand viendra le moment de vérité, donnez à la personne une chance de choisir ce qui est juste. Certains choisiront mal, comme Camille a choisi, mais certains, comme Montéo, se réveilleront. Et quand ils se réveilleront, vous voudrez être là, les bras ouverts, prêts à reconstruire. Parce qu'au final, la famille ne concerne pas l'argent. Ça ne l'a jamais été. C'est être là quand tout s'effondre. C'est les secondes chances. C'est regarder votre fils dans les yeux et dire « Je t'aime plus que n'importe quelle propriété, plus que n'importe quel héritage, plus que n'importe quoi dans ce monde. » Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous comprenez cette douleur de famille et d'argent, laissez votre like maintenant et abonnez-vous à la chaîne Histoire de Père. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le pardon est possible, mais que le respect ne se négocie pas. Dites dans les commentaires, auriez-vous pardonné? De quelle ville regardez-vous? Et rappelez-vous, l'héritage se gagne avec l'amour, pas avec de fausses procurations. La dignité n'a pas de prix, et la vraie famille est celle qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. On se retrouve dans la prochaine histoire. Un abraço de Bordeaux, directement du Château Beaumont. If I pick a game up with mates, I just start over. It is way more fun. Like, playing a game with people and already having everything completed is just really boring. Like, I have a lot of people coming in and asking me if they want me to play with them or something. It's like, no. You have a 15k broomstick? Oh shit. Damn. It's a fucking powerful broomstick. I have 37 medkits. Yeah, flex on all of you fuckers. Now what, huh? Man's a medic in disguise. It sweeps my floor in 2 seconds. It just does it on its own. Did I kick her head off? Oh my god! Jesus Christ. Intense. There's an achievement to boot 100 people. Pretty funny. Man, that's gonna suck. Can I do that? Okay. What? Shit. Fuck! I really want to hit that. Come on. Come on. Come on. Let me. Fuck off! God. I don't want to die. Oh, that was so close! Bro, please! Fuck! Oh my god! Did I get him? I did! I got them both! I was mad.
It's fun. Where am I aiming, dude? Damn it. Oh my god, I fucked up. God damn! That was sick! Oh, that was sick! Oh, fuck. That felt good. I was mad. Oh, Maggie died. Damn! Crazy. Oh, I died. Okay. Alright. Oh, fuck. That was good. Came back and tried to save myself. That just didn't work. I was doing 360 drop kicks. I did a couple of really cool ones. Oh, god. How the fuck did I lose so many survivor points? Fuck off, cunt. He clipped it. I'm him. Check out my 360s. Let me see. Let's see what this says. Detective Julie and his Impressive. assistant begin their search for the missing person of Dolma Street. Oh, come on, you have to help me. Dad's been out all day. Come on, we're going to find him. The missing person of interest went out very normally to get some food, only to become missing under mysterious circumstances. Detectives Mike and Tom Dooley are sent to look for clues in the other apartments.